Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Michel. Alors, je suis très heureux d'accueillir Jean-Michel Blanquer à titre professionnel et je dirais aussi à titre amical, parce que nous nous sommes fréquentés lorsqu'il était à la DGESCO et j'étais son partenaire pour un certain nombre de travaux éducatifs, de gouvernance de nos établissements, de réflexion sur le système éducatif. Alors nous recevons ce soir un grand professionnel de l'éducation. Il a été recteur d'académie en Guyane, à Créteil. Alors à Créteil, c'est quand même une académie importante, enfin qui compte. Où d'ailleurs il y a eu beaucoup d'expérimentations à l'époque intéressantes. Directeur général de l'enseignement scolaire à l'ESSEC, il est professeur de droit public, donc voilà, il connaît le monde de l'éducation depuis les établissements, les structures locales, la gouvernance nationale. Voilà, donc c'est un homme qui... Il vient d'écrire en plus un livre dont on va vous parler en fin de réunion, puisque vous pourrez l'avoir, ce livre, par un certain nombre qui sont ici, et aussi auprès de l'association, on pourra vous le fournir. Il s'appelle L'école de demain, c'est ça, hein? Et la suite du titre, c'est les propositions pour une éducation nationale rénovée. Voilà. Alors, je suis très intéressé de vous présenter Jean-Michel Blanquer ce soir, parce que la situation française pour l'école est quand même en difficulté. Je me demande même si elle n'est pas en difficulté croissante. C'est ça le problème. Alors bien sûr, quand on regarde les études internationales, on en parle beaucoup des performances de nos élèves, surtout les moins doués. Puisque en gros, pour les plus doués, on nous avait dit que pour les plus doués, il n'y aurait même pas besoin d'école, ils pourraient se former tout seuls. Enfin, les plus doués, ça marche, mais pour les autres, ça marche beaucoup moins bien. Ensuite, effectivement, il y a le problème du déterminisme social qui pèse énormément sur les résultats de la scolarité. Alors que l'école, normalement, est un correcteur d'inégalité, un facteur d'intégration, un facteur d'épanouissement pour chacun. Voilà, c'est quand même des questions qui sont très très importantes, des questions posées à la nation, non seulement aux professionnels de l'éducation, mais à la nation tout entière, aux parents, aux élèves, aux responsables politiques. On pourrait parler aussi de la répartition de l'argent sur l'éducation. Est-ce qu'on met assez d'argent dans le primaire pour apprendre des fondamentaux? Est-ce qu'on en met assez et comment dans l'enseignement professionnel? Et quel enseignement professionnel? On pourrait parler aussi alors de quelque chose qui est indescriptible en France, c'est l'organisation de la gouvernance entre l'autonomie de l'établissement, l'importance des régions, les académies, le national. Eh bien, il faut être très très fort pour s'y retrouver, pour savoir qui fait quoi, qui a le droit de faire quoi. Moyennant quoi, je ne sais pas trop ce qui se fait. Il y a peut-être une forte, structure, et en même temps, c'est pas gouverné. Donc il y a un problème d'organisation de cet ensemble d'établissements et de partenaires dans le système éducatif. On pourrait parler d'un élément déterminant des enseignants, de leur formation, de leur motivation pour enseigner, du recrutement. On a beaucoup travaillé sur la formation des enseignants depuis quelques années. Je ne suis pas sûr qu'on ait réussi à trouver le bon système entre la formation disciplinaire qui conduit au concours, la philosophie et les sciences de l'éducation et les pratiques. Trois éléments qu'il faudrait peut-être mélanger astucieusement, comme on le fait pour développer des compétences professionnelles. Et là, c'est trois bocaux. Et encore. Alors, il y a le concours, il y a un petit peu de sciences de l'éduc, mais certains disent que c'est les pédagogistes, disent qu'il ne faut pas en faire. Voilà. On accuse de faire du pédagogisme. Et puis, il y a les pratiques, effectivement, avec des stages dans les établissements, avec des tuteurs. Voilà. On pourrait parler de bien des sujets, et ce sujet de l'éducation intéresse particulièrement notre fondation, notre cercle. Éducation, économie, culture, voilà, des choses qui sont aujourd'hui, qui ont du sens pour la vie de chacun d'entre nous. Je voudrais vous dire aussi que dans notre cercle, on ne parle pas que
d'organisation gestionnaire et technocratique. La plupart des problèmes sont pris tout de suite par le biais technocratique et gestionnaire, en faisant fi des questions du sens. Voilà pourquoi on ne s'y retrouve pas. Et pourquoi on ne parle pas de sens? Probablement parce qu'il y a une espèce de... On va me dire, mais tout le monde est d'accord. Ah, c'est pas si sûr. C'est pas si sûr. C'est pas si sûr que dans le pays, tout le monde soit d'accord aujourd'hui sur comment organiser un processus éducatif. Qu'est-ce qu'une éducation? On n'en parle jamais. Alors, soit parce qu'on dit tout le monde est d'accord, soit parce qu'on a une grande peur d'en parler, soit parce qu'effectivement, ça pose des problèmes. Et comment s'organiser? Comment gérer? Comment faire vivre des professionnels s'il n'y a pas quand même un minimum d'accord sur le sens, les finalités d'un processus éducatif? Voilà, nous sommes... Et notre cercle est ici aussi pour essayer d'éclairer sur ces questions-là. Et dans le document que nous allons proposer, je pense qu'il va se situer en gros en 3 parties, justement, les questions de sens pour l'éducation aujourd'hui dans notre pays, les problèmes à traiter, il n'y aura pas 10 chapitres, on va simplifier un peu, et puis comment on peut s'organiser pour vivre un nouveau pacte républicain pour l'école, dans lequel l'enseignement privé sous contrat a toute sa place et s'honore d'être un acteur de cet ensemble. Voilà, Jean-Michel Blanquer, ce que je voulais vous dire pour vous présenter. Très heureux de vous accueillir et sûr qu'on va vous retrouver et que vous allez continuer à accompagner le mouvement éducatif en France. Merci. Bien, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis évidemment très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est toujours un bonheur d'avoir un temps d'échange, parce qu'il va y avoir un moment d'échange tout à l'heure autour de l'éducation. Toujours un peu admirable de voir qu'on est dans un pays où un soir de la semaine, on est capable de venir pour écouter un conférencier sur l'éducation. C'est donc que la vitalité démocratique est encore là, et c'est pour moi très important, puisque l'éducation est au cœur de la démocratie. Et je voudrais évidemment remercier Éric Bonche de m'avoir proposé de venir. Je suis très, très heureux de le retrouver. Nous sommes, comme pour Fernand, liés par une vieille amitié. Et donc c'est aussi une forme de moment complice ce soir. Merci Fernand aussi de cette invitation. Merci Monsieur le Directeur de nous accueillir. Je confesse que c'est la première fois que je viens à Fénelon-Sainte-Marie, même si je connais bien, j'ai l'impression de connaître l'établissement. Et donc c'est aussi une raison d'être heureux d'être là. Je vais donc parler pendant environ 3/4 d'heure autour notamment de ce que je propose dans l'école de demain. Précédemment, j'avais écrit il y a 2 ans, toujours chez Odile Jacob, un livre qui s'appelait L'école de la vie, qui était davantage une dimension de témoignage sur ce que j'avais pu vivre dans les fonctions qui ont été évoquées, c'est-à-dire celle de recteur de Guyane, de directeur adjoint du cabinet de Gilles de Robien, de recteur de Créteil et puis de directeur général de l'enseignement scolaire. Et mon propos dans ce livre était, en l'appelant l'école de la vie, de renvoyer à cette question du sens, de dire que la vie est évidemment au cœur du processus éducatif, que ce mot de vie d'ailleurs comporte bien des sens, et que de façon générale, nous avons sans arrêt à faire des allers-retours, non seulement entre le terrain et le système, ce que j'ai fait au cours de ma carrière, mais aussi tout simplement entre les différents enjeux de la vie, et ne jamais perdre cela de vue. On accuse souvent le ministère de l'Éducation nationale d'être un mammouth. Mon ami Bernard Toumonde, qui est là d'ailleurs, vient d'écrire un livre qui utilise le mot, et d'ailleurs certains le soupçonnent, lui le premier, d'être l'auteur de ça, d'avoir inspiré Claude Allègre pour l'usage de ce mot. Je ne vois plus Bernard des yeux, mais il est là, c'est ça. Mais moi je l'utilise le moins possible, parce que justement je ne veux pas accréditer l'idée que c'est un monstre froid, non réformable. Tout ce que je vais vous dire ce soir va, je l'espère, être un peu un message d'optimisme sur le fait que quand on veut, on peut. Je sais ce que Bernard pense aussi. Et bien d'autres qui est ici ce soir. Et que donc, il n'y a aucune fatalité dans les difficultés que Fernand a rappelées. D'abord, pour avoir un pronostic valable et efficace, il faut d'abord un diagnostic juste. C'est souvent ce qui manque dans le débat éducatif. Nous sommes 60 millions de ministres de l'Éducation nationale en France,
et c'est un débat des repas du dimanche, c'est un débat sur lequel tout le monde a un avis, tant mieux, c'est positif pour la démocratie. Simplement, l'effort que j'ai essayé de faire dans le livre qui s'appelle donc L'école de demain, ça a été d'objectiver au maximum les propositions. Non pas parce qu'il y aurait une sorte de vision scientifique possible de tout ce qu'il y a à faire, c'est un sujet humain par excellence, mais néanmoins, il me semble qu'on peut parler aujourd'hui de ces questions d'une manière un peu différente, voire très différente de ce que l'on faisait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Il y a des questions qui sont éternelles, qui existaient déjà du temps de Socrate et même avant, qui sont les grandes questions fondamentales de l'éducation. Et puis il y a des questions qui changent, les moyens techniques changent, les sociétés changent, et donc c'est toujours cet équilibre entre ce qu'il y a d'éternel dans l'éducation et ce qu'il y a de rénové qui est important. Et pour objectiver, il me semble qu'il y a 3 éléments clés d'objectivation. Le premier, c'est simple, c'est ce que nous enseigne l'expérience. C'est pour ça que je vais y faire référence beaucoup ce soir. Et dans l'expérience, j'inclus l'expérimentation, puisqu'on expérimente de la manière la plus scientifique possible de plus en plus de choses en France et ailleurs. Et c'est ça le deuxième point, c'est la comparaison internationale. Je pense que le système français peut gagner énormément à s'ouvrir beaucoup plus au monde, parce que nos débats sur le système éducatif sont toujours très franco-français, alors même que de nombreux systèmes évoluent autour de nous, dans le monde entier, que les classements internationaux nous invitent à y réfléchir, que souvent nous les prenons de la plus mauvaise manière, c'est-à-dire juste comme un élève moyen, voire médiocre, qui a un mauvais bulletin et se fâche avec les autres parce que c'est forcément de la faute de l'autre, alors même qu'il y a des enseignements profonds à tirer de cela. Ce soir, il y a Bernard Hugonnier, par exemple, qui était un des grands responsables du classement PISA lorsqu'il était responsable du sujet à l'OCDE, et qui sait à quel point il y a beaucoup à tirer non pas seulement de PISA, mais de l'ensemble des classements, à puiser dans la comparaison internationale. Et au-delà de la question des classements, dans les études internationales, dans les approfondissements que l'on peut faire, et bien sûr, je vais y revenir beaucoup aussi dans ce que je vais dire ce soir. Puis il y a une troisième chose qui est une référence clé, et c'est de des trois que je mentionne, c'est celle qui a le plus évolué dans les dernières années, c'est tout simplement la science. Et au cœur de la science, je mets notamment les sciences cognitives, autrement dit la connaissance du cerveau humain. Nous savons ce soir, au moment où je vous parle, beaucoup plus de choses sur le cerveau humain qu'il y a 10 ans, encore plus qu'il y a 20 ans, et on ne peut évidemment pas rester ignorant par rapport à ça. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ce que nous apprenons des sciences cognitives aujourd'hui est clé sur l'apprentissage des enfants. Parfois, d'ailleurs, ça confirme des choses que l'on pensait intuitivement, parfois ça les infirme, parfois ça n'a pas réponse à tout, bien entendu, ça pose de nouvelles questions, mais en tout cas, le crime, c'est celui de l'ignorance, c'est celui de faire semblant que ça n'existe pas et de continuer des débats éternels sans y faire attention. Voilà. Bon, un exemple bien connu, c'est celui de la méthode syllabique. Regardez, d'ailleurs, le débat a pas mal changé depuis une dizaine d'années, j'en parle en connaissance de cause puisque j'étais au cabinet de Gilles de Robien. Regardez ce que disaient les opposants à ce qu'on pouvait dire sur la méthode syllabique en 2006 et ce qui se dit aujourd'hui. Ce n'est plus la même chose parce que les sciences cognitives sont passées par là et un certain nombre de choses ont été dites, en complexifiant d'ailleurs un petit peu le propos, puisque le sujet n'est pas que méthode globale, méthode syllabique, mais va beaucoup plus loin que ça, et en tout cas, cela permet donc d'avancer. Donc, l'expérience, la comparaison internationale et les sciences, et à l'intérieur des sciences, notamment les sciences cognitives, me paraissent être 3 piliers pour l'objectivation, pour poser les problèmes d'une manière qui soit aussi objective que possible. À partir de là, il me semble que la réflexion doit être une réflexion de nature chronologique, c'est-à-dire qu'on doit penser l'enfant et l'adolescent de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Je vous épargnerai ce soir de réflexion sur l'enseignement supérieur, mais déjà, bien entendu, même si, bien, comme je le dirai ultérieurement, évidemment, il y a d'importants continuums à tisser. Et donc je vais commencer par le début, c'est-à-dire la petite enfance. Et ce soir, si je n'avais qu'une chose à dire, ce serait ce que je vais dire maintenant. C'est-à-dire que le plus important, c'est dans les premiers temps. On le sait, on le dit, nous le savons tous, ça fait quand même là aussi un certain nombre d'années qu'on dit tout se joue de 0 à 6 ans, mais nous n'en tirons pas toutes les conséquences. Là aussi, les sciences cognitives sont passées par là pour nous expliquer, eh bien, déjà, d'une certaine façon, une vision de l'homme. Je ferai référence à plusieurs reprises à cette question du sens que Fernand Girard
à poser d'emblée en introduction. Mais évidemment, on ne peut pas parler d'éducation si on n'a pas d'emblée une vision de l'homme. Et pour ma part, j'ai parlé d'école de la vie il y a un instant, je voudrais d'emblée poser deux supports à cette vision. Le premier, c'est le mot-clé de liberté. Pour moi, l'éducation se définit par la liberté, et s'il y a bien un sens que l'on doit donner au processus éducatif, c'est celui de liberté d'une façon très approfondie et très réfléchie. Parce qu'il y a plusieurs sens au mot liberté, et c'est justement la liberté qui donne son sens à l'éducation, mais aussi l'éducation qui donne son sens à la liberté. La liberté est au cœur du processus éducatif, car tout acte d'éducation sans exception, est un acte qui donne plus de liberté à celui qui en bénéficie. C'est une clé de définition à mes yeux. Je ne suis évidemment pas le premier à le dire. Il y a dans l'histoire de la pensée des philosophes prestigieux qui l'ont dit, je pense à Kant en particulier, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en permanence à l'esprit. Tout prend sens par cette liberté plus grande que l'on donne. Et cette liberté n'est évidemment pas la liberté consumériste si présente dans notre société contemporaine, c'est une liberté construction, c'est une liberté progressive, et donc cette liberté que je donne, c'est les moyens de la liberté. Autrement dit, ce qui est très important à comprendre aussi, je crois que c'est quelque chose qui est relativement facile à comprendre, mais qui ensuite doit s'appliquer, c'est que cette liberté se gagne en quelque sorte, et que c'est une liberté qui va aller en croissant au fur et à mesure du système. Elle ne doit pas se donner de façon immédiate, elle se donne progressivement, et c'est quelque chose qui est clé pour raisonner sur les différentes étapes du système éducatif. Le deuxième élément clé quand on réfléchit à cette question du sens, c'est donc non seulement la liberté, mais la définition de l'homme qui va avec. Si l'homme se définit par l'éducation, et là aussi Kant nous aide à y réfléchir, c'est pas une conférence sur Kant ce soir, mais il est sacrément utile pour penser ces questions-là, y compris dans l'époque de basculement que nous vivons aujourd'hui. La question de l'homme se définissant par la liberté, c'est aussi la question de l'homme se définissant par l'éducation. Si l'être humain se différencie du règne animal, c'est bien par l'éducation. Nous ne sommes rien seuls. L'enfant, le nourrisson laissé seul n'est rien, ne peut pas se développer, va dépérir tout simplement. Nous sommes tout par les autres. Aristote parle d'animal politique ou d'animal social, selon les traductions, pour parler de l'homme. Eh bien, c'est l'éducation, autrement dit les interactions avec autrui, avec d'abord la famille, puis l'école, l'éducation en général, qui nous rend hommes. Donc il y a une équivalence homme, éducation, liberté, un homme se définissant par l'éducation se définissant par la liberté, et donc in fine, l'homme se définissant par la liberté. Ça me donne, en ce qui me concerne en tout cas déjà, un pilier assez solide pour réfléchir aux questions d'éducation et avoir une boussole dans ces questions, et donc ne pas commencer par une approche technocratique. J'ai mon vaccin anti-technocratique, et c'est la liberté. Ce point-là est absolument clé, pas du tout théorique, pas du tout abstrait, parce qu'après, il se décline de différentes façons. Et je veux l'illustrer donc en commençant par la maternelle. L'école maternelle est donc un moment décisif. Je pense que la grande majorité des gens en sont conscients, mais ce n'est pas assez compris encore dans les conséquences concrètes que nous en tirons pour notre pays, car à l'âge de l'école maternelle se jouent des choses essentielles. Ce qui se joue d'essentiel, c'est d'abord et avant tout la question du langage. Le langage est ici le mot-clé. Pour moi, un bon synonyme d'école maternelle, c'est école du langage, je l'appellerais presque ainsi. C'est-à-dire que, bien entendu, d'autres choses se jouent, mais qui sont toutes, de toute façon, reliées au langage. Or, ce langage est le premier élément d'inégalité qui se présente dans la vie sociale de tous. Quand un enfant rentre à l'école maternelle, il peut y avoir une différence de 1 à 3, voire davantage, quant à la maîtrise du lexique, quant au vocabulaire dont on dispose. Donc au-delà des questions d'argent, d'inégalité sociale matérielle, il y a cette première inégalité socio-culturelle qui est le vocabulaire dont je dispose, le capital de vocabulaire dont je dispose en arrivant à l'école. C'est cette première chose-là fondamentale que l'école maternelle doit compenser, et le faire donc de manière très efficace sur le plan pédagogique, pour que dès la petite section, les stratégies pédagogiques adéquates soient mises en œuvre. Fort heureusement, c'est ce qui se passe en partie. Nous avons d'ailleurs une école maternelle qui est bonne, voire parfois très bonne en France. Nous en étions très fiers, vous avez tout ça à l'esprit.
toute la France a vécu avec l'idée qu'elle avait, et qui n'était pas forcément fausse, qu'elle avait la meilleure école maternelle du monde pendant, disons, le demi-siècle qui a suivi l'après-guerre. Le doute s'est instillé à partir des années 90, et certains affaissements de notre système ont conduit à questionner l'école maternelle. La bonne nouvelle en matière de diagnostic, et comme il n'y en a pas beaucoup, je veux la savourer avec vous, c'est le fait qu'une étude très robuste montre que de la fin des années 90 à 2011, la maternelle française a progressé et a contribué à une certaine baisse des inégalités sociales. Malheureusement, ce n'est pas suffisant sur l'ensemble du système. Mais en tout état de cause, la maternelle est un atout français normalement, mais cet atout français, même s'il y a eu ce rebond, je dirais, des années 2000, n'est pas encore au niveau de ce qu'il devrait être, parce que c'est là que se joue le premier des combats contre les inégalités et le plus efficace. Un prix Nobel d'économie a démontré, il y a une dizaine d'années, il a eu le prix Nobel pour ça, que 1 euro dépensé à l'école maternelle équivalait à 7 euros qu'il faudrait dépenser plus tard si on ne le dépensait pas. Autrement dit, c'est un investissement extrêmement utile, d'où pour moi la validité des propositions conduisant à avoir une école maternelle et un cours préparatoire à petits effectifs. Comme ancien des GESCO, je fais partie de ceux qui n'ont pas la religion du taux d'encadrement. Hein, donc, autrement dit, par rapport à tous ceux qui me disent toujours créons des postes, divisons les classes par 2, j'ai toujours été évidemment en résistance par rapport à ces facilités, même si, et pas seulement pour des questions de gestion, hein, c'est aussi pour des questions pédagogiques réelles. Néanmoins, dans les petits âges, c'est tout à fait prouver que c'est pertinent. D'ailleurs, toute personne qui accompagne un enfant à l'école maternelle, ou comme beaucoup d'entre vous sont des professionnels de l'éducation, vous savez très bien qu'il y a de quoi être admiratif d'une maîtresse qui commence son année avec ses 30 petits à l'école maternelle, et qu'il y a là quelque chose de plus personnalisé à réaliser dans les temps à venir. Je ne peux pas être trop long sur tout ce qu'il y aurait à faire, mais ce que je voudrais dire sur l'école maternelle, c'est qu'on a d'emblée un point qui me paraît essentiel, qui est le dépassement des clivages stériles qui souvent ont rendu sec le débat éducatif français. Parce que lorsque j'étais des GESCO, j'ai par exemple prôné cette question du développement du vocabulaire à l'école maternelle, et aussi même la capacité à regarder le niveau de chaque enfant de façon à compenser les problèmes qui peuvent être rencontrés. Dès que vous commencez à faire ça, tout un pan du débat public commence à vous opposer. Mais alors, ça veut dire que vous voulez sélectionner les enfants dès l'école maternelle, ça veut dire que vous êtes contre le jeu, contre le plaisir, contre l'épanouissement, ce que vous voulez, c'est de la compétition dès l'âge de 3 ans, etc. Bien entendu, non. Et la question de l'opposition entre épanouissement et efficacité pédagogique, ou épanouissement et rigueur pédagogique, est typiquement les faux problèmes tels que nous les posons en France, parce que, bien entendu, l'école maternelle doit être l'école de l'épanouissement, bien entendu, il doit y avoir une insouciance de l'enfant, du jeu, du bonheur, du plaisir, et ce bonheur et ce plaisir peuvent tout à fait aller dans le sens de l'efficacité pédagogique. Le jeu, la musique est absolument clé, toute une série de stratégies pédagogiques peuvent tout à fait concilier bonheur, épanouissement et efficacité. Et nous n'avons absolument pas opposé ces deux questions. Simplement, il faut avoir des objectifs et les réussir. Il faut être concret. Et si on ne le fait pas, ce sera au détriment des plus défavorisés, parce que le laisser-aller, le fait de ne pas avoir d'objectif, eh bien, va accentuer les inégalités. Les élèves déjà les plus favorisés par leur environnement familial en particulier vont réussir, et ça va se voir dès l'école maternelle. À la fin de l'école maternelle, vous pouvez prédire à 95% les élèves qui vont réussir à sortir du CM2 en sachant lire, écrire et compter. Autrement dit, il y a, heureusement ou malheureusement, une prédictibilité de ce qui peut se passer. Et là encore, ce serait criminel de faire semblant de ne pas savoir ce que je viens de dire. Il faut chercher à être efficace à ce moment-là. Ce que je viens de dire, et là j'insiste donc sur la question du sens, c'est un petit peu mon troisième pilier, après la liberté et la vie, c'est l'optimisme sur la condition humaine auquel cela peut nous conduire. Parce qu'on a aussi souvent eu un débat français, voire mondial d'ailleurs, articulé entre deux visions de l'homme. La vision rousseauiste, extrêmement importante
dans la pensée de l'éducation. L'homme est bon, mais la société le corrompt. Et puis très vite, on le voit très bien, notamment tout au long du 19e siècle, une pensée inverse qui va dire plutôt non, l'homme n'est mauvais et la société va faire ce qu'elle peut pour rattraper ce qui est possible. Eh bien, ce que nous dit les sciences cognitives, elles ne le disent pas comme je vais le dire, mais ce qu'on peut interpréter de cette vision de l'homme qui se dégage, c'est que l'homme naît avec un potentiel absolument fantastique. Ce potentiel fantastique va se développer ou non si la société sait le développer et le faire pour chacun et chacune à sa façon. Puisque ce que nous dit aussi la biologie depuis assez longtemps, c'est évidemment l'unicité de chaque personne et ses caractéristiques propres. Donc comment nous réussissons à faire levier avec les forces de chacun, comment nous réussissons à compenser les faiblesses de chacun, c'est l'enjeu de la personnalisation, et c'est l'enjeu d'une vision de l'homme, encore une fois, optimiste et volontariste, optimiste si elle est volontariste, et on ne peut donc pas rester les bras ballants devant cela. C'est un exemple typique des conséquences pratiques de l'approche philosophique, de l'approche par le sens. Pour moi, c'est un point extrêmement important parce que ça conduit à regarder le sujet à la racine. Ensuite, à l'école élémentaire, et je serai plus bref pour les différentes parties du parcours de l'enfant, à l'école élémentaire, nous pouvons aussi être beaucoup plus efficaces dans les temps à venir. Nous pouvons l'être au cours préparatoire en particulier et en CE1 pour s'assurer de la consolidation des acquis. Il est absolument décisif d'avoir assuré un certain nombre de choses avant l'âge de 7 ans, encore une fois parce que c'est là que se passent beaucoup de choses, donc non seulement à la maternelle, mais en CP et en CE1. Et là aussi, on doit dépasser le clivage auquel je faisais référence précédemment. Un mot-clé ici, c'est celui d'exigence. Exigence bienveillante, mot que j'ai beaucoup utilisé comme recteur de Créteil, Christophe Carrero, qui travaillait avec moi à cette époque, peut m'en être témoin, et qui, je trouve, maintenant est un mot de plus en plus utilisé. Mais exigence bienveillante, c'est un mot-clé. L'exigence est le meilleur service que l'on peut rendre aux enfants, pas pour les brimer, pas pour les sanctionner, pour les élever. Et ça se voit très concrètement en français et en mathématiques. Les deux piliers de ce que l'on doit acquérir à l'école élémentaire. Je n'insiste pas sur la question du vocabulaire, qui doit s'accompagner aussi de la question de la grammaire. Là aussi, le temps manque pour tout développer, mais dès l'école maternelle, une conscience pré-grammaticale peut être ancrée chez l'enfant, par des choses très simples, comme sa conscience phonologique. En mathématiques, le sens du nombre est aussi quelque chose qui doit être ancré très vite. D'ailleurs, l'éditorial que j'ai commis dans Le Point, valable jusqu'à ce soir minuit, porte là-dessus. Si l'on regarde, là, si on fait de la comparaison internationale, les pays asiatiques qui ont gagné beaucoup de place dans les classements ces derniers temps sont particulièrement bons en mathématiques et savent faire cela dès le plus jeune âge. La Chine, par exemple, avec le boulier, Singapour avec la désormais fameuse méthode de Singapour, qui est un succès de librairie en France, et par des choses assez simples que nous savons en réalité depuis longtemps et que nous ne mettons pas assez en application, mais qui en tout cas vont de pair avec les notions d'explicitation, les notions de progressivité et la notion d'exigence. Quand je dis ce que je mets derrière le mot exigence, c'est le fait que l'immense majorité, presque tous les enfants, sont tout à fait capables, et c'est ce qu'on voit par exemple, entre autres choses dans la méthode de Singapour, de maîtriser les 4 opérations dès le cours préparatoire. Tous les enfants sont capables de commencer à entrer dans l'étape de multiplication au cours du cours préparatoire et du CE1. Si vous êtes un faux gentil ou une fausse gentille, vous dites mais non, laissez-les tranquilles, ça durera jusqu'au CM2, ne les brusquez pas, soyez cool. Eh bien, c'est ce que j'appelle typiquement de la démagogie, c'est-à-dire si vous faites ça, eh bien, c'est pas grave pour les enfants des milieux favorisés, ils feront des tables de multiplication à la maison, ils auront tout ce qu'il faut. Ce que vous perdez, c'est les enfants des milieux défavorisés, et donc vous êtes un faux gentil, une fausse gentille, vous faites de la démagogie, je l'ai rencontré très souvent dans mon parcours, je l'ai eu face à moi très souvent, j'ai combattu autant que j'ai pu, avec peu d'efficacité, mais c'est de la démagogie parce que cette exigence est la clé de la réussite. C'est à ce moment-là, et les sciences cognitives le montrent, que se donne le socle de compétences sur la base duquel vous allez bâtir la suite. Autrement dit,
pour dire les choses simplement, si vous connaissez vos tables de multiplication à 7-8 ans, eh bien c'est quelque chose que... C'est toute une mémoire de travail que vous n'avez plus à faire travailler parce qu'elle est là, et c'est la base de choses que vous allez faire ensuite. Sinon, toute votre vie, vous allez traîner ce handicap, et c'est à cet âge-là que l'on apprend très bien. Et de nouveau, toutes les oppositions factices entre le par cœur et le bonheur, toutes ces questions-là sont à dépasser, d'autant plus que l'on voit chez l'enfant un bonheur au travail, un bonheur à l'effort, qui est aussi une chose qui peut se constater, que tout un chacun peut constater. J'en profite au passage pour dire que la question de l'empathie, la question des compétences sociales de l'enfant, est aussi une notion qui a beaucoup progressé grâce aux sciences cognitives ces dernières années. Un chercheur comme Jean de Séti, qui est basé aux États-Unis, montre très bien, et ça va de pair avec ce que je disais sur le plan anthropologique tout à l'heure, qu'il y a une grande empathie possible chez chaque enfant, qu'il faut faire attention à le développer, à créer les conditions favorables à l'école, et ça passe par bien des choses sur le plan éducatif, et je suis certain qu'un établissement comme celui-ci y est sensible pour créer des mécanismes de coopération, l'esprit d'équipe. Et là aussi, on a d'énormes progrès en France, puisqu'on introduit très vite des germes d'individualisme chez l'enfant, alors que l'esprit coopératif est quelque chose qui peut très vite se montrer, s'exemplariser à l'école. On a donc des mots-clés qui peuvent caractériser ce que l'on peut faire à l'école élémentaire, qui sont exigence, explicitation, progressivité, et ceux qui le font, puisque ça existe, on ne parle pas de zéro sur ce sujet, ceux qui le font réussissent. Les écoles qui ont des projets éducatifs qui vont dans ce sens réussissent. Il y a un livre assez récent de deux sociologues qui sont allés en Seine-Saint-Denis qui nous montre très bien que les grandes difficultés, un livre vraiment très important de ces dernières années, de deux sociologues qui s'appellent Ollier et Garcia. Ce livre montre très bien que finalement il y a une forme de décrochage scolaire qui arrive très tôt, là en l'occurrence en Seine-Saint-Denis, et qui est lié à au manque d'exigence qui est tout de suite présent sur le plan pédagogique. Je passe à la question du collège de manière plus rapide, pour insister sur le fait que ces dernières années, par-delà les successions de gouvernements, le raisonnement a été globalement de considérer qu'on doit considérer un continuum de la maternelle jusqu'à la 3e. Ça correspond à une réalité juridique, celle de la scolarité obligatoire de 6 à 16 ans, mais de facto de 3 à 16 ans pour pratiquement tous les enfants. Et ça correspond aussi à une réalité pratique. Dès lors qu'il y a eu la réforme du collège unique dans les années 70, il est absolument indispensable d'avoir une vision globale de ce qui se passe, et ceci conduit évidemment à lutter contre la trop forte césure qui existe entre le CM2 et la 6e, qui fait partie de ces trous noirs dans lesquels tombent un certain nombre d'enfants à plusieurs stades du système. Entre parenthèses, nous sommes dans une cité scolaire ici. L'enseignement privé échappe en grande partie aux problèmes que je suis en train de mentionner, précisément parce que, d'une certaine façon, ce problème-là se pose beaucoup moins pour des raisons presque physiques et naturelles. Et il n'y a pas besoin de faire un dialogue 6e, CM2 très compliqué, puisqu'il se passe au quotidien d'une certaine façon. Et ça, c'est un sujet sur lequel l'ensemble du système public doit réfléchir dans les temps à venir. À mes yeux, non pas en cherchant à tout prix à gommer toute césure. Il est normal dans la vie d'avoir des moments de changement. Et il y a aussi là un plaisir de l'enfant à arriver dans une nouveauté quand il arrive en 6e. Simplement, il faut jouer sur ce plaisir. Et je pense aussi, on arrive encore à la question du sens, que toutes les sociétés, depuis toujours, ont des mécanismes d'initiation pour l'entrée dans l'adolescence. Ces mécanismes d'initiation sont particulièrement appuyés dans les sociétés archaïques pour les garçons, qui en ont peut-être plus besoin, mais les filles en ont besoin aussi. Et nos sociétés sécularisées, bien entendu, la religion parfois le fait à sa façon dans chacune des religions de notre société, mais nos sociétés sécularisées ne le font pas. Il n'y a donc pas d'initiation de l'adolescent dans nos sociétés, et ces initiations, quand elles ne se passent pas de la part de l'institution, de la part de l'autorité, eh bien, elles se passent de façon sauvage. Une partie des phénomènes que nous connaissons, de drogue, de violence, de gang, ou même de fondamentalisme, trouvent une partie de leur explication. Je ne prétends pas ce soir avoir la réponse à tous ces problèmes éminemment complexes, mais dans le fait que l'on n'a pas suffisamment réfléchi à cette question du sens. C'est-à-dire quand on arrive en 6e, qu'on est un grand ou une grande,
qu'est-ce qui fait sens dans cette nouvelle réalité qui m'arrive. On retrouve à mes yeux des mots-clés comme celui d'explicitation. Là, j'ai beaucoup échangé avec Edgar Morin sur cette question, puisque lui, il prône toujours le fait d'expliciter vis-à-vis de l'enfant les enjeux de la vie, tout simplement, plutôt que de compartimenter simplement en discipline, et d'une certaine façon d'industrialiser le processus éducatif. Et je pense que le moment de la 6e est particulièrement adapté pour cela, notamment le début de la 6e. D'abord pour s'assurer que tout le monde arrive en sachant lire, écrire, compter, donc ça c'est très... et respecter autrui, ça c'est déjà un premier élément clé, dont on a dû s'assurer en amont, mais si par hasard, malgré les assurances, il y a encore des enfants qui échappent à ça, alors il faut dès le début de la 6e déployer les mécanismes les plus volontaristes qui soient pour que ce ne soit plus le cas, et puis aussi pour emmener la classe vers des enjeux collectifs et des enjeux de prise de conscience de ce qui va se jouer au collège, qui sont très importants au moment en plus où les 6e sont encore très, très ouverts et très, je dirais, les papilles ouvertes par rapport au futur. Et comme une sorte de préparation à l'adolescence qui va être le moment de crise, puisqu'on considère toujours que le collège est le maillon faible de notre système, ce qui est à la fois vrai et faux selon moi. C'est vrai parce que c'est vrai qu'il est en crise et qu'il y a d'énormes problèmes au collège. C'est faux parce qu'en réalité, la plupart des problèmes dont on parle sont des problèmes qui sont liés à ce qui s'est passé avant, et que si on veut réellement leur trouver une solution, c'est dans le type de sujet que j'ai abordé précédemment. Après, je pense qu'on peut avoir beaucoup d'idées pour le collège. Je ne vais pas être trop long maintenant pour les aborder. Je pense qu'on a intérêt à laisser un maximum d'autonomie aux établissements pour définir leur stratégie pédagogique. Et ça renvoie à des enjeux d'organisation sur lesquels je reviendrai brièvement. Je pense qu'il faut s'assurer d'un minimum horaire qui doit être un maximum horaire en matière de français et de mathématiques, pour s'assurer d'un progrès des élèves de la 6e à la 3e. Je pense que ceci doit se faire au travers de groupes de compétences pour passer de ce qu'on peut appeler le collège unique, qui est notre réalité d'aujourd'hui, à ce qu'on pourrait appeler le collège commun, c'est-à-dire un collège où tout le monde se trouve, mais où on peut avoir des parcours totalement personnalisés. Et ces parcours personnalisés doivent être des parcours qui font la place aux groupes de compétences, au bénéfice de tout le monde, des plus faibles aux plus forts en passant par tous les niveaux. Concrètement, je pense que par exemple de la 6e à la 3e, on pourrait très bien avoir en mathématiques par exemple 30 niveaux de compétences. On passe du groupe 1 au groupe 2, au groupe 3 au bout de quelques semaines. Si on redouble dans le groupe 1, c'est pas grave, aucun drame. On n'appelle même pas ça redoublement. C'est juste qu'on se renforce dans quelque chose qu'on n'a pas acquis pour ensuite passer au niveau suivant. Et bon, pour éviter le phénomène dramatique, surtout avec l'interdiction du redoublement, d'élèves qui traînent des retards, souvent des retards acquis, si j'ose dire, depuis très tôt, et qu'on pousse la neige devant jusqu'au moment où on a des illettrés qui sortent du système. Ceci doit être totalement évité par les différents moyens que j'ai évoqués, mais notamment aussi par les groupes de compétences, dont il est prouvé aussi bien par des études internationales que par les sciences cognitives, qu'ils sont utiles pour tout le monde. En langue, c'est particulièrement vrai aussi. C'est l'intérêt de tous d'arriver à ça. Donc il ne s'agit pas de faire des classes de niveau, mais des groupes de compétences, c'est pas la même chose. Et là aussi, on pourrait dépasser un tabou français en ces matières. Je pense que de façon générale, le collège pourrait évoluer considérablement, et là aussi on a des exemples pour cela, par le principe d'autonomie et par la possibilité d'organisation. Notre système pêche, et ce que je dis maintenant pour le collège vaut pour d'autres niveaux aussi, par des défauts qui commencent par I, l'individualisme, et le deuxième défaut, l'infantilisation. Ça ne vaut pas évidemment pour l'établissement dans lequel nous sommes, mais on a un chef et puis ensuite un râteau. Lorsque j'étais recteur et que j'entrais dans un établissement, il me fallait à peu près 5 à 10 minutes pour sentir dans quel endroit, si l'endroit allait plutôt bien ou plutôt mal. Et le rapport du chef d'établissement avec sa salle des professeurs était déjà tout un programme. Le rapport physique, par exemple, y aller ou ne pas y aller, c'est très simple. Le langage du corps, si j'ose dire, des uns et des autres, et le langage tout court, en disait long. Ce sont des choses qu'on ne voit pas forcément quand on va dans d'autres pays du monde. Quand on va en Finlande, par exemple, où je suis allé, où finalement, il n'y a pas forcément de très grandes différences techniques et technocratiques
et pratique entre ce qui se passe en Finlande ou ce qui se passe en France. On peut en trouver quelques-unes, mais elles ne sont pas fondamentales. Ce qui est la différence fondamentale, c'est l'état d'esprit. C'est le mental collectif, si je puis dire. Et donc on doit dans le futur, parce qu'on ne va pas non plus changer notre mentalité qui a de bons aspects du jour au lendemain, mais on doit dans le futur avoir des leviers de l'esprit d'équipe, tout simplement, et donc de la responsabilisation. Concrètement, ça signifie qu'on pourrait avoir dans le futur des professeurs qui prennent des responsabilités auprès du chef d'établissement. On n'a pas donc le chef et les autres, mais une équipe. Cette équipe, c'est pas seulement 2-3 personnes, ça peut être 10 personnes, ça peut être 15 personnes, selon la taille de l'établissement. C'est pas forcément toujours les mêmes, mais on change radicalement la façon de concevoir l'établissement de cette façon-là. Prenons un exemple, les lycées français à l'étranger, très bon exemple, parce que c'est aussi quelque chose qui peut donner optimisme et confiance. Les lycées français à l'étranger font partie des établissements au monde les plus prisés qui soient. Vous avez des taux de pression de 7 pour 1, de 10 pour 1. C'est donc bien que notre système n'est pas complètement pourri, qu'aller dans un lycée français, c'est pas aller dans un endroit très mauvais, qu'il y a donc des qualités fondamentales qui sont reconnues internationalement à nos établissements, quand les conditions de température et de pression sont bonnes. Eh bien, j'ai vu souvent dans les lycées français la mise en œuvre de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire... alors, ça, chacun le fait à sa façon, il faut que chaque établissement invente sa façon, mais vous avez par exemple un doyen des lettres, un doyen des sciences, un responsable du corps humain qui va chapeauter la SVT et puis l'éducation physique, 1000 choses. J'attache pour ma part une très grande importance à la fonction de documentation, qui se métamorphose complètement aujourd'hui sous l'effet des différentes révolutions numériques. Le fameux CDI doit changer du tout au tout dans les années à venir, non pas pour mettre fin au livre, pas du tout, mais parce que, y compris architecturalement, son positionnement physique et symbolique doit changer dans l'établissement. Là aussi, c'est un sujet sur lequel on n'est pas très fort, l'architecture scolaire. Dans le futur, on devrait là aussi avoir, je l'espère, de grandes évolutions pour tenir compte de ce qu'on sait qui marche et de ce qu'on sait qui ne marche pas. Et à mes yeux, dans l'établissement idéal, la bibliothèque, et j'aime utiliser ce mot, la bibliothèque est au milieu de l'établissement. Elle est au milieu de l'établissement en tant que fonction de documentation. Elle a une double dimension. Elle est un endroit où on peut être au calme, tranquille, tout seul, en train de lire un livre, y compris sur des pages en papier, tranquillement. Maintenant, l'élève qui sait faire ça, c'est un génie dans notre monde. Donc l'établissement doit cultiver cette fonction éternelle. Et puis il y a un lieu plus collectif, un peu plus bruyant, plus numérique, plus interactif, absolument indispensable lui aussi, et qui est aussi un lieu de convivialité, un lieu où on se sent bien, un lieu où on va discuter, un lieu où on va travailler, et ça existe, même à l'échelle universitaire, et c'est ainsi que cela devrait être. Et la personne en charge de ça est une personne qui a une responsabilité mais fondamentale. Elle est aussi responsable du site web de l'établissement, responsable des outils numériques de l'établissement. Et cette personne, elle est évidemment l'une des adjointes importantes du chef d'établissement, et elle fait partie de cette équipe, comme l'assistante sociale, comme toute une série de personnes importantes. Et cette notion d'équipe est absolument essentielle pour sortir des conflits, pour sortir des cloisonnements, pour sortir de tout ce qui stérilise le système, avec un impact sur les enfants, y compris au titre de l'exemplarité. Comment est-ce qu'on va avoir des enfants qui soient constructifs, qui aient le sens de l'équipe, si ils voient un monde adulte sans arrêt en conflit, sans arrêt ignorant ce que fait le voisin, incapable de compréhension d'autrui? Cette question de l'exemplarité est clé, et elle passe notamment par cette nouvelle façon de s'organiser. Encore une fois, ce que je dis, c'est ni une utopie ni une théorie, ça se produit souvent, l'enseignement privé est plutôt bon dans ce sens, et certains établissements publics y arrivent, certains pays le font très bien. Il n'y a aucune raison de ne pas faire ça dans les temps à venir. Je serai, vu l'heure qui passe, plus rapide sur le lycée, qui, à mes yeux, représente une entrée dans une nouvelle vie. J'ai dit tout à l'heure que nous avons conçu de plus en plus le système scolaire comme allant de la maternelle jusqu'au collège. Eh bien, lorsque l'on rentre en seconde, on franchit carrément une deuxième époque de sa vie. Et de plus en plus, le système est conçu, et là aussi, je crois que ça traverse les gouvernements et que c'est plutôt une bonne tendance, une partie de la vie qui va de Bac-3 à Bac+3. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire Bac+3, mais ça veut dire que c'est un segment sur lequel on doit raisonner de manière cohérente, ne serait-ce que pour créer un continuum
qui va éviter un autre fossé dans la vie du jeune français ou de la jeune française, qui est le fossé entre le baccalauréat et ce qui se passe ensuite. Alors je vais commencer par le lycée professionnel. Je vais bien commencer par le lycée professionnel parce qu'en général on le met plutôt à la fin et puis du coup on n'en parle pas. Donc je commence par le lycée professionnel. Le lycée professionnel est l'autre des très grands enjeux clés. Ce soir, si je n'avais que deux choses à dire, je dirais école maternelle, lycée professionnel, parce que c'est deux points fondamentaux où se situent justement les grands enjeux d'inégalité dont on a parlé en commençant, puisque c'est là que se concentre évidemment l'essentiel du décrochage scolaire en France aujourd'hui. C'est là que se nichent toutes les absurdités du système français, puisqu'on a quand même aussi beaucoup d'emplois aujourd'hui qui ne trouvent pas preneur pour tout un tas de raisons. C'est là aussi où on a de très bons exemples de choses qui fonctionnent. Je pense par exemple aux lycées agricoles, qui sont des lycées qui souvent fonctionnent bien, voire très bien, et qu'on voit aussi des lycées professionnels de très grande qualité, donc on connaît les ingrédients de la réussite. Eh bien, ce lycée professionnel pourrait évoluer demain, mais considérablement. Et là, ma casquette de directeur de l'ESSEC m'a aidé à raisonner ces dernières années sur le sujet, parce que toute la journée, en tant que directeur de l'ESSEC, je prône le lien ingénieur-manager. On est par exemple en l'ESSEC très allié avec l'école centrale, on fait aussi beaucoup de choses avec les écoles d'ingénieurs à côté de nous, c'est clé dans l'économie de demain. Puis un jour, j'ai une espèce de flash, enfin d'évidence qui s'est imposée à moi. Je me suis dit, mais au fond, le lycée professionnel, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont se destiner à la gestion, qui vont se destiner à créer des petites entreprises, souvent, des gens aussi qui se destinent à des métiers très techniques, très technologiques. Et donc, on pourrait changer du tout au tout l'image des lycées professionnels si on considérait que ce sont les lycées du management, de la technologie et de la création d'entreprises, ce qu'on pourrait appeler les savoir-faire à la française aussi. Alors, on trouvera les mots qu'il faut, mais par rapport aux enjeux de contenu et d'image du lycée professionnel, on peut totalement modifier cela, a fortiori si on considère que dans le monde dans lequel nous sommes entrés, l'éducation se passe tout au long de la vie, et que donc avoir un diplôme professionnel n'est pas quelque chose qui vous met en perdition pour toujours. Au contraire, c'est un socle qui ne vous interdit pas du tout soit des poursuites d'études immédiates, soit des études ultérieurement dans votre vie, et qui doit conduire à quelque chose qui est désormais très présent dans notre société, c'est-à-dire la capacité de création d'entreprises, la capacité de création d'entreprises d'artisanat, par exemple, ou toutes sortes d'entreprises. Et cela doit devenir central dans le lycée professionnel. Ce qui doit être aussi central, c'est la systématicité de l'apprentissage comme mode d'éducation. C'est possible, ça doit faire partie d'une grande stratégie d'apprentissage renouvelée en France, là aussi avec une nouvelle image et un nouveau contenu de l'apprentissage. C'est possible si c'est une priorité nationale. C'est probablement encore plus possible si on transfère les lycées professionnels aux régions demain, puisque les régions sont désormais compétentes en matière de formation, et en matière d'emploi, et en matière économique de façon générale. Eh bien, elles sont sans doute mieux à même de gérer comme il convient les lycées professionnels, a fortiori si l'apprentissage y est systématique. Faire cela pourrait demain changer du tout au tout la situation, tout simplement, des élèves des lycées professionnels. Et ce serait sans doute une des mesures les plus importantes contre le chômage, une des mesures les plus importantes contre le décrochage, et donc contre la violence, contre la désintégration sociale que l'on a dans certaines parties du pays. Donc c'est un enjeu clé. Encore une fois, si je n'en ai qu'un à souligner sur le lycée, c'est celui-là. Bien sûr, il y a bien d'autres choses à faire aussi sur les autres parties du lycée, le lycée général et technologique. Pour ma part, j'ai tendance à penser qu'il faut déjà responsabiliser beaucoup l'élève, futur étudiant, lui donner déjà une certaine saveur de ce qu'il attend à l'université, lui permettre une série d'expériences et d'expérimentations permettant de se faire une idée des orientations souhaitables, dans une époque où c'est de plus en plus difficile à l'âge de 17 ans de se dire voilà, je sais le métier que je vais faire, je connais mon parcours. Certains élèves peuvent se dire ça, tant mieux, c'est loin d'être la majorité. On doit tenir compte de cela pour consolider les acquis des élèves, les préparer au futur, les rendre des citoyens responsables. Les enjeux sont très importants, et là aussi, autant je suis assez pondéré sur les usages du numérique à l'école primaire, sur lesquels on doit avoir des usages très ciblés, autant dans cette période de la vie, là, on peut être à un moment où justement la liberté commence à être une réalité concrète pour l'adolescent, faire une grande part à l'autonomie de l'élève,
Notre manière d'être organisé en classe n'est pas une donnée éternelle dans l'histoire de l'éducation. Christophe Quérero a écrit un grand livre il y a 1 an à peu près, qui est à la fois une histoire de l'éducation et une réflexion sur l'avenir. Et cette histoire de l'éducation nous montre très bien qu'évidemment il y a eu des formats différents. Et que la massification nous conduit à considérer que la classe est le format normal, mais demain nous pouvons imaginer des formes finalement de préceptorat facilité par le numérique, de compensation du côté désincarné de la technologie par le côté de plus en plus humain de l'encadrement. Donc il faut personnaliser de plus en plus, libérer du temps professeur et du temps élève pour mieux permettre cette personnalisation. Toutes ces choses-là peuvent se passer à l'échelle du lycée, et on voit bien les pistes qui pourraient être prises. Donc j'arrive au bout du chemin, en disant que l'évolution du baccalauréat est éminemment souhaitable, parce que notre système est fait de telle façon qu'il a des points de repère à certains moments qui ont un impact en amont du système. Je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il faut supprimer le baccalauréat, je pense que ce serait une erreur. C'est la dernière institution nationale qui nous reste depuis la suppression du service militaire. C'est un point de repère, il a ses limites considérables, et d'ailleurs l'une d'entre elles qui n'est pas grave, c'est que beaucoup de choses sont déjà définies pour la suite avant le baccalauréat, et tant mieux si on veut du continuum. Néanmoins, ce moment un peu solennel, ce moment un peu créant un point de repère, me paraît important. Il faut simplement le simplifier, le limiter probablement à 4 matières, et avoir des possibilités de passer un certain nombre d'étapes de la seconde à la terminale, un peu comme on le fait avec le bac de français aujourd'hui, dans les temps à venir. Tout ceci doit ouvrir vers la réussite dans l'enseignement supérieur. Je n'en parlerai pas ce soir, mais voyez, en commençant, je vous disais que c'est possible d'avoir une vision optimiste, aux antipodes d'une vision démagogique, une vision optimiste, c'est-à-dire une vision qui cherche à s'appuyer sur des éléments objectivants, la comparaison internationale, la science, l'expérience, quelque chose aussi qui passionne et dépassionne, dans les bons sens de ces deux mots. Passionne au sens où c'est toute la société qui doit être derrière son école, et on doit essayer de dépasser autant que possible le clivage gauche-droite et d'autres clivages, parce que les sociétés où l'école fonctionne sont les sociétés où on ne politise pas la question de l'école et où toute la société croit en son école et croit en ses professeurs. C'est absolument essentiel. Et puis, donc passionné dans ce sens-là, dépassionné dans le sens que je viens de dire aussi, c'est-à-dire arrêter de s'invectiver sur ces questions, arrêter d'être dans les clichés, d'arrêter d'être dans les facilités, mais essayons, ce qui est quand même normal en matière d'éducation, d'argumenter, de comparer, de rendre les choses raisonnables et rationnelles au service des enfants, parce qu'on n'a pas le droit de faire de l'école un terrain de jeu de polémique vaine. On a vraiment un enjeu, c'est vrai, de grande urgence, mais qui est aussi un enjeu de longue durée, parce que c'est un sujet qui nécessite du temps et qui nécessite des continuités. Merci beaucoup. Isabelle Desbourbous, directrice de l'enseignement catholique de Gironde. Vous aviez dans votre livre, vous avez fait allusion aussi à 2 questions. La question de la GRH enseignant, les 800, je sais pas quoi, 50 000 à peu près, voilà, avec toutes les questions qu'il y a derrière, qui sont des questions à la fois recrutement, à la fois formation, à la fois statut, etc. Donc si vous pouviez faire un peu référence à cette question qui nous paraît fondamentale, notamment le développement des compétences professionnelles et le développement du travail en équipe, enfin bon, beaucoup de choses qui sont aussi en relation avec des problèmes de statut. Et puis l'autre question qui concerne la place des parents, avec peut-être, nous avons un peu une culture un peu différente sur cette question-là, qui est une question peut-être clé, notamment dans le traitement des inégalités. Merci beaucoup pour ces 2 questions. Ça me permet je ne les ai pas abordées pour ne pas être trop long, mais ce sont des questions clés. Là aussi, dans les études internationales, les 2 points que vous venez d'aborder sont considérés comme les 2 facteurs clés de réussite d'un système éducatif accompagné de l'autonomie. Donc merci pour ces 2 questions. D'abord sur la première.
Le point qui me paraît, le premier point qui me paraît essentiel, et on retrouve aussi la question du sens, c'est déjà la notion de continuum et de vocation des professeurs. L'un des problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est déjà un problème de recrutement des professeurs. C'est un problème qui n'est pas que français, hein. Par exemple en mathématiques et en sciences, dans quasiment le monde entier, il y a une difficulté pour recruter des professeurs de qualité. Donc c'est un sujet qui se joue très en amont. Je vais donner une petite anecdote juste pour aérer mon propos. Quand j'étais recteur de Créteil, un jour il y a Louis Gallois qui était patron de l'ADS qui m'appelle et qui me dit oh, j'ai envie de faire quelque chose sur les vocations scientifiques parce que je suis navré de voir que trop d'enfants de milieu il n'y a pas assez d'enfants de milieux défavorisés qui font des carrières d'ingénieurs et pour moi c'est important, y compris comme patron de l'ADS, etc. Et puis je le dis, je ne sais pas si ça lui plairait que je le dise, mais il avait des junk bonds, c'est ça, hein, des stock options, pardon. Il avait des stock options et plutôt que de s'acheter une maison de campagne, il considérait que c'était bien de les utiliser pour faire ça. Il n'a jamais fait de publicité là-dessus, je pense que ça ne lui plairait pas que je le dise, mais enfin voilà, je le dis. Et il me dit ça, et moi je lui dis, vous avez raison, mais on a aussi une pénurie de profs de maths et de profs de sciences, donc on pourrait faire des bourses pour des jeunes qui se destinent à des carrières en maths et sciences, que ce soit pour devenir ingénieur ou pour devenir professeur. Et on a mis sur pied ensemble un système qui prend des enfants dès l'âge de la 4e, qui les emmène jusqu'au master, dès lors qu'un talent, d'une part une difficulté sociale, d'autre part un talent scientifique, et pour les emmener jusque-là. Et donc les premières générations sont... Alors c'est à petite échelle, malheureusement les stock options ne sont pas assez importantes à l'EADS, ça a permis quand même à une cohorte d'enfants, et encore aujourd'hui, de faire ça. À une grande échelle, une affaire comme cela peut être tout à fait imaginable, un peu à l'ancienne, si je puis dire, hein, comme on le faisait sous la Troisième République. Alors en prenant en 4e, c'est très tôt, mais en tout cas ce que je prône, c'est le pré-recrutement. Le gouvernement actuel, en arrivant en 2012, a prôné le pré-recrutement. C'est partie des choses en faveur desquelles j'étais. Malheureusement, la montagne a accouché d'une souris en la matière, mais en tout cas, l'idée peut être reprise. C'est-à-dire, je pense qu'il faut, dès les débuts de l'université, au moins, repérer des futurs talents et les amener à la fonction de professeur. On a un gisement pour ça. Et là, on est typiquement dans un sujet à la française où on peut faire mieux avec la même chose. Si on prend les choses sous un autre bord, c'est qu'on a aujourd'hui 50 000 assistants d'éducation en France. Ces 50 000 assistants d'éducation sont souvent issus de milieux plutôt défavorisés, c'est pour ça qu'ils prennent ce travail. Certains d'entre eux, pas tous, se destinent à la fonction de professeur. Une proportion supérieure à la moyenne va échouer, non pas parce que le fait d'être assistant d'éducation est un atout pour réussir, mais parce que c'est un handicap, parce que ça leur prend du temps qui leur empêche de réussir le concours. On marche donc sur la tête, c'est-à-dire des gens qui ont montré une volonté de s'inclure dans le système éducatif sont plutôt désavantagés. Et par ailleurs, l'État, ça coûte de l'argent, puisque ça correspond à 50 000 contrats. Demain, on peut parfaitement imaginer que ces postes soient pour presque tous destinés à des jeunes qui vont se destiner à la fonction de professeur et qui vont progressivement se familiariser avec ça. Aujourd'hui, si vous dites un assistant d'éducation va faire un cours de maths, vous dites c'est un scandale total. Autant tirer un coup de revolver dans une église. C'est-à-dire, c'est vraiment le scandale total. Pourtant, c'est un assistant d'éducation. Imaginez un étudiant dans une faculté de mathématiques, recruté en étant assistant d'éducation dès sa première année. Les premières années, vous lui faites des fonctions de surveillance. La deuxième année, vous le mettez en classe avec le professeur pour l'aider, pour faire de la personnalisation avec un petit groupe. La troisième année, quand le professeur est malade, il est capable de prendre une classe. Au passage, on a vu un peu sa personnalité, on se rend compte de ses talents, on l'aide sur ce qui est bien, sur les difficultés qu'il a, etc. Et à la fin, ça peut même rentrer en partie dans la note qu'il va avoir pour rentrer dans la fonction de professeur. Et ça, c'est ce que j'appelle la notion de continuum, c'est ce que j'appelle le fait de tout simplement préparer à la fonction, déceler une vocation et préparer à la fonction, ça me paraît des points clés. Là encore, voilà un sujet particulièrement humain, où nous avons des blocages de mentalité aujourd'hui et qui devraient changer demain, et où, avec les mêmes ressources que celles que nous avons aujourd'hui, on pourrait faire beaucoup mieux. Ça nous renvoie aussi à la question du concours. Je pense que la titularisation, alors d'ailleurs,
on pourrait rapprocher ce qui se passe dans le public de ce qui se passe dans le privé, mais qu'en gros, je ne suis pas du tout contre le statut de fonctionnaire des professeurs, je pense que c'est plutôt une bonne chose, mais simplement ça peut s'acquérir au bout d'un certain temps, quand on a vraiment montré qu'on était apte pour cela, et dans un jeu de choix réciproques de la part du professeur et de la part de l'établissement, ce qui serait beaucoup plus humain et beaucoup plus efficace que ne l'est le système robotisé actuel. Et donc, on aurait, et ce serait une bonne gestion des ressources humaines, une véritable, un chef d'établissement, lui aussi différemment recruté et différemment formé, capable d'être le véritable directeur des ressources humaines, entre autres choses, de son établissement, capable donc de recruter des professeurs. Là aussi, on peut avoir l'inspiration du privé, puis aussi on sait faire ça en France et ailleurs. Lorsqu'on a créé l'internat d'excellence de Sourdin, là aussi avec l'aide de Christophe Carrero, eh bien, on a recruté on a tout fait ex nihilo. J'ai recruté un proviseur constructeur, et ce proviseur constructeur avait carte blanche pour le recrutement de ses professeurs, poste sur profil, des fonctionnaires, des professeurs normaux, mais sur profil. Il a constitué son équipe, ils ont fait un travail formidable. Aujourd'hui, c'est 100% de réussite au bac, c'est des réussites de tous les côtés. Et une des clés, pas la seule, ça aura été la capacité à construire une équipe. Donc la gestion des ressources humaines doit, à mon avis, passer par cette évolution-là. C'est un point clé. Et bien entendu, on ne peut pas ne pas parler de la formation des professeurs. Fernand y a fait allusion tout à l'heure. Là aussi, j'essaye de faire la part des choses. Je ne fais pas partie des gens qui disent, qui crient haro sur l'IUFM ou sur l'ESP. Je ne confonds pas la lune et le doigt qui montre la lune. Je ne confonds pas la boîte et ce qu'il y a dans la boîte. On a besoin de la boîte. On a besoin d'un endroit de nature plutôt universitaire qui forme des professeurs. Parce qu'il y a une formation des professeurs à faire, initiale et continue. Cet endroit doit obéir à deux caractéristiques fondamentales. Être, excellent scientifiquement, avoir de l'excellence dans les disciplines et dans les domaines qui s'y enseignent, donc être lié à la recherche, et par exemple à la recherche en sciences cognitives, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Deuxièmement, être extrêmement relié à la pratique, ne pas avoir avoir 90% de ces enseignants qui sont en même temps des professeurs sur le terrain, et qui font une partie de leur service sur le terrain, une partie, et qui sont reliés avec des établissements expérimentaux, des établissements d'application. On peut faire un parallèle avec ce qui se passe en santé, hein. Vous comparez l'ESP à la faculté de médecine, vous comparez les lycées concernés à des CHU, et vous pouvez faire cela, et vous changez tout. Vous avez la qualité et vous avez le sens pratique. C'est les deux choses qui manquent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un système bâtard, on n'a ni l'un ni l'autre. On a des gens qui se sont nichés là avec des compétences dont le caractère théorique s'affirme par le jargon, qui font perdre du temps aux futurs professeurs et qui les mettent souvent sur des mauvais rails. Bien entendu, il y a plein d'exceptions à ce que je dis, et il y a des gens formidables dans certains UFM, et il y a des tas de choses positives qui se passent, mais grosso modo, la situation est négative, et c'est cela qui doit changer. Et sur votre question sur les parents d'élèves, je serai plus rapide dans mes prochaines réponses. Facteur clé, facteur de convergence essentiel dans la société, facteur de créateur de confiance dont je parlais tout à l'heure. C'est un sujet très compliqué aujourd'hui aussi du fait de certaines tendances lourdes de notre société, et notamment le consumérisme de notre société. Néanmoins, il n'y a pas d'école qui réussit sans adhésion des parents. Il faut une convergence des valeurs de l'école et des parents. Une des choses qu'on a bien réussi à l'échelle de Créteil et à l'échelle en Guyane, j'avais fait des petites choses aussi dans ce sens, mais là, et aussi un peu à l'échelle nationale, ça a été la mallette des parents, et qui est une assez bonne illustration de ce que je vous dis depuis le début, puisque ça a d'abord été une expérimentation dans 50 collèges, mesurée scientifiquement par l'école d'économie de Paris, qui a prouvé l'impact de la mallette des parents. La mallette des parents, c'est 3 réunions en début d'année avec un professeur et un tout petit groupe de parents pour expliciter les enjeux du collège, les devoirs à faire, comment ça fonctionne, tout simplement une création de confiance, quelque chose de très différent de la réunion parents-prof de début d'année, une création de confiance et de dialogue, et on a mesuré très scientifiquement avec l'école d'économie de Paris l'impact sur la présence, la réussite, la non-violence
des enfants dont les parents étaient passés par là. Du coup, on l'a généralisé à 1300 établissements à l'échelle nationale ensuite. Et c'est un des, malheureusement, un peu rares sujets qui n'a pas souffert de discontinuité. Donc aujourd'hui, la mal-être des parents est quelque chose qui se développe et qui, quand il est bien fait, a un impact. Et je donne cet exemple parce que là aussi, on doit faire évoluer notre système pour que le dialogue parents-établissement change du tout au tout. On a une culture française assez faible sur cette question. Là aussi, c'est un sujet sur lequel le privé fonctionne un peu mieux que le public. Mais surtout, beaucoup de pays étrangers fonctionnent beaucoup mieux que nous. Et on doit faire évoluer cela avec une interlocution beaucoup plus naturelle, des maisons des parents dans les établissements, de la responsabilisation des parents, évidemment. Joël Duquesnoy, j'ai dirigé pendant longtemps un établissement à Pontoise. Alors, je vais revenir sur ce que vous venez de dire, parce que c'était un peu les mêmes questions que je souhaitais poser. Je crois qu'il y a un gros problème dans l'enseignement, en particulier pour les enseignants, c'est le problème de l'évaluation. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel ils ne sont pas très bien formés. C'est très compliqué à gérer, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je reviens sur les parents. Il y a des problèmes de mentalité à changer. Vous avez parlé des lycées professionnels et de l'espoir d'en faire des lycées tout à fait intéressants. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez orientation vers le professionnel, c'est très très mal vécu par les parents, quels que soient d'ailleurs les milieux. Donc voilà, là il y a vraiment deux problèmes à résoudre. Oui. Alors je commence par la fin de votre question, parce que là, on a créé une mallette des parents orientation. C'est un exemple malheureusement resté assez circonscrit, mais on a fait ça dans l'académie de Versailles lorsque j'étais DGESCO avec des élèves de 3e. Et c'est toujours le même principe, mais cette fois-ci avec les parents, pour parler de l'orientation des enfants. Et donc on a considérablement augmenté l'acceptabilité de l'orientation au lycée professionnel, et on a mesuré ensuite le taux de décrochage de ceux qui avaient bénéficié de ça et les autres, et on a eu une très grande amélioration sur ce point. Donc là aussi, on peut travailler sur le dialogue parents-établissement, et puis la réponse elle est aussi systémique, c'est-à-dire que si on fait la réforme dont je parlais précédemment, on change l'image du lycée professionnel, a fortiori si on a établi le principe d'une éducation tout au long de la vie. Cela dit, j'ai conscience qu'évidemment, il n'y a pas de baguette magique en la matière et qu'on ne va pas y arriver du jour au lendemain, mais en tout cas, les pistes me paraissent bonnes si l'on fait cela. Le début de votre question, c'était l'évaluation. Alors, le mot que je n'ai pas assez utilisé ce soir, et qui là aussi est systémique, c'est-à-dire qu'on fait souvent la distinction entre les différents types d'évaluation, des élèves, des professeurs, à l'intérieur de chacun, on peut utiliser plein d'adjectifs. Mais moi, j'essaye d'avoir une vision globale de l'évaluation, ne serait-ce qu'au titre de l'exemplarité. C'est-à-dire, quand je parlais d'infantilisation tout à l'heure, c'était aussi ce genre de choses que j'avais à l'esprit. C'est-à-dire que le professeur est infantilisé dans la manière dont il est évalué aujourd'hui. En gros, une inspection tous les 5 ans, si c'est dans le meilleur des cas. Un petit village Potemkin qu'on fait le jour de l'inspection. Et puis une note un peu donnée par un individu qui parfois va penser comme ci, l'autre comme ça. Sur ce sujet, j'aimerais qu'on sorte de l'individualisme. Je pense qu'on doit avoir des évaluations d'établissements qui sont collectives, c'est-à-dire des groupes d'inspecteurs accompagnés d'autres corps de métier que les inspecteurs pour venir voir l'établissement, pour aider l'établissement, pour l'évaluer, pour le faire progresser, pas pour l'évaluer, pour l'enfoncer, et pour regarder ensemble comment faire le projet éducatif qui va faire progresser l'établissement. Et de ce point de vue-là, ensuite, chaque évaluation individuelle est au service de cette vision collective. Et je pense que votre question concernait plus l'évaluation des élèves, mais si je commence par celle des professeurs, c'est parce que si vous-même, en tant que personne adulte, vous êtes évalué d'une manière intéressante, constructive, eh bien, vous aurez aussi tendance à vous comporter de la même façon dans votre évaluation des élèves. Je suis assez d'accord avec tous ceux qui considèrent qu'on doit arriver à une évaluation levier, une évaluation qui fait progresser, que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne suis pas du tout favorable à la suppression des notes, parce que je pense qu'elles disent quelque chose et qu'elles correspondent à quelque chose dans le système. En revanche, je pense qu'on doit établir une forme de logique de contrat dans l'école. C'est là aussi un mot que je n'ai pas beaucoup utilisé ce soir, mais qui est un mot très important, parce que même dans le secteur public, il doit y avoir du contrat, et c'est un mot politique extrêmement important.
un mot qui est clé dans la République, et qui est au service de la liberté, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un contrat avec les établissements, c'est le contrat d'établissement, mais il doit aussi y avoir un contrat avec les élèves, qui est un contrat de progrès avec les élèves. Et toute évaluation doit faire sens par rapport à ce contrat, et toute évaluation doit être au service de la mise en valeur des forces de l'élève contre les faiblesses. La formation des professeurs doit évidemment faire une grande part à ça. Ça existe un petit peu, mais vous avez tout à fait raison, c'est extrêmement faible, et on est à l'embryon de ce que ça devrait être si on se compare à certains pays étrangers en la matière. Dorothée Sauret, je travaille sur un schéma pédagogique pour un lycée du futur qui s'appelle Paul Claudel-Dux dans le 7e, et nous travaillons donc sur la stratégie pédagogique pour reprendre le terme que vous avez utilisé. Mais surtout, vous avez utilisé dans cette vision très prospective le terme de bibliothèque, et vous avez même dit que vous aimiez ce mot. Vous y avez rattaché la gestion, par exemple, et la conception des sites. Est-ce que, à partir de votre amour pour le terme de la bibliothèque, vous pouvez nous expliquer cette relation au savoir académique auquel vous êtes attaché et justement cette relation au numérique, sachant que nous avons fait le tour des Learning Labs, dont celui de l'ESSEC, et vraiment bravo pour vos équipes. Et nous sommes allés aussi à la Cato de Lille, où il y a un travail avec l'Université d'État Lille 2, qui appelle ces bibliothèques Xperium, et qui dit qu'une bibliothèque est un Learning Lab. Donc ce sera intéressant d'avoir votre vision voilà, très haute. Merci beaucoup. Merci de faire référence au Knowledge Lab de Cergy. Alors, dans le monde des écoles de management, vous savez, on utilise beaucoup d'anglicismes, mais je l'ai toujours décrit comme étant le troisième étage de la bibliothèque, et j'ai tenu à le faire articulé avec la bibliothèque, physiquement articulé avec la bibliothèque. Et donc, je dis toujours, il y a 3 étages. Il y a un étage au sens imagé du terme, un premier étage qui est l'étage, justement, l'étage éternel, tranquillité, livre en papier, c'est extrêmement important, et là aussi, sur le plan cognitif, c'est démontré que c'est important. Moi, je ne suis pas du tout pour la fin du papier, je pense qu'on doit vraiment inciter nos élèves à lire des livres et à lire des articles, et de le faire calmement et sur des périodes longues. Donc ce premier étage. Le deuxième étage, qui est déjà un étage plus collectif, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, où des services sont rendus aussi, des bases de données existent, les élèves peuvent parler entre eux, ont des ordinateurs pour travailler, etc. Et puis le troisième étage, alors là c'est peut-être un tout petit peu plus vrai pour l'enseignement supérieur, mais c'est applicable à l'enseignement secondaire, et même d'ailleurs un peu chacun à son niveau à l'enseignement primaire, qui est plus un lieu de production de savoir. Et le lieu de production de savoir suppose aussi beaucoup d'outils techniques, et notamment numériques. Si on pense par exemple à la révolution 3D aujourd'hui, parce qu'on est toujours la révolution numérique, mais en réalité, il faut parler des révolutions numériques. Nous avons une révolution tous les 2 ans. En ce moment, c'est blockchain. Il y a 2 ans, on parlait tous de big data. Il y a la révolution Internet, bien entendu. Il y a la révolution 3D qui est fondamentale, et ainsi de suite. On peut au moins dénombrer 8 ou 9 révolutions dans la révolution, comme dirait Régis Debray. Et bien, cette prise en compte des différentes révolutions, et je prends l'exemple de la 3D, je pourrais en prendre d'autres, doit être au cœur de ce qui se passe dans ce troisième étage. Alors ce sera particulièrement vrai dans un lycée technologique, par exemple, mais ça peut être vrai dans n'importe quel établissement. Et si on prend le cas de l'ESSEC, la vidéo est un sujet très, très important. On a créé une sorte appelons ça un photomaton de la vidéo, c'est-à-dire que vous mettez dans des conditions professionnelles de vous auto-enregistrer et ensuite de pouvoir faire des montages. C'est des compétences fondamentales que tout étudiant doit avoir désormais, par exemple pour faire son CV en vidéo, pour faire un exposé, pour poster sur YouTube quelque chose. C'est comme ça qu'on est devenu la première institution productrice de MOOC en France, parce qu'on a un processus qui fonctionne dans notre laboratoire. Et je trouve très important de ne pas opposer cette culture numérique absolument essentielle aujourd'hui à la culture classique. Je considère qu'au contraire, elle forme un tout, et que ça doit se voir, ça doit se comprendre. Il ne va pas y avoir le classique à lunettes dans une partie et l'hypermoderne de l'autre, et 2 caractères qui s'opposent. On doit être tous des personnes complètes, capables de jouer sur les différents registres. Et là aussi, ça fait appel au sens. C'est-à-dire, nous sommes un. Chaque personne doit pouvoir intégrer ces différentes dimensions, récapituler dans sa personne différentes dimensions de l'histoire qui viennent converger aujourd'hui ensemble. Et ça, c'est très important, et le lieu dit quelque chose là-dessus. La manière dont le lieu est organisé nous dit quelque chose là-dessus.
Bonjour, Laurent Dupuis. Donc je vous pose la question avec deux casquettes, à la fois en tant que professionnellement conseiller en management de l'innovation, et ça fait référence à votre expérience à l'ESSEC, qui est la conduite du changement, et d'autre part en tant que délégué général de la Fondation Potentiel et Talent. Vous parlez beaucoup d'approche systémique, je crois que vous avez parfaitement raison. Donc si on fait référence à l'école de Palo Alto ou autre, c'est vraiment un changement de type 2, c'est-à-dire vraiment un changement en profondeur. Vous parlez de changer les représentations finalement. Donc vous avez aussi parlé de l'échelle, on parle de plus de 800 000 enseignants, on parle de 12 ou 13 millions d'élèves, donc ce genre de choses, et en plus des enseignants qui sont aussi dans un temps long, comme les enfants, donc ça a sûrement des particularités très importantes en termes de conduite du changement, parce que vous avez parlé aussi d'expérience internationale, peut-être vous pourriez nous citer des exemples de pays qui ont réussi à modifier profondément les choses, et nous donner une indication du temps qu'il faut, effectivement. Et donc, quelque part, quel est votre processus? Quel processus vous pouvez avoir en tête? Quelles sont les étapes entre l'expérimentation locale et véritablement la généralisation? Et comment, notamment en matière de management, effectivement, du changement, comment vous faites pas face aux peurs, tout simplement, et aux freins, quelquefois catégoriels, Bon, et donc, effectivement, vous avez des intervenants en face de vous qui représentent, notamment syndicalement, les professionnels de l'enseignement ou les représentants effectivement des parents d'élèves. Comment vous voyez les choses sur cette équation? Merci aussi pour cette question. Dans l'école de la vie, j'essaye de décrire mes allers-retours. J'ai d'abord été en Guyane, donc mon premier poste de recteur a été en Guyane, qui est l'académie la plus en difficulté de France, y compris pour des raisons démographiques. Et là, j'étais vraiment dans des fonctions de terrain. On ne pouvait pas faire plus de terrain que cette fonction-là. Je rappelle toujours que j'ai accepté cette fonction quand on m'a passé le coup de téléphone en me disant vous serez le seul recteur de France à avoir une pirogue de fonction. Ça m'avait plu. Et donc, c'était une fonction terrain. Et vous avez le sentiment d'agir sur les choses. Et puis en plus, de Paris, tout le monde se fiche royalement de ce que vous faites. Pardon de le dire. On vous demande juste qu'il ne se passe pas une révolution, un problème énorme, comme ça peut arriver parfois. Et j'ai aimé profondément, et j'aime toujours profondément ce territoire où on a pu faire beaucoup de choses, même s'il aurait fallu peut-être plus de durée pour les accomplir, mais où les problèmes que vous posez, ma manière d'être face à ces problèmes-là, où il y avait un syndicalisme puissant, des difficultés très importantes, a toujours été l'humain, à une petite échelle. C'était une académie suffisamment petite, pas par les kilomètres carrés, parce qu'elle est très grande, mais par le nombre de personnes, pour que je puisse connaître individuellement assez précisément chaque chef d'établissement, une partie non négligeable des professeurs, et donc, par rapport au clivage idéologique ou autres qui peuvent exister dans de tels systèmes, au frein au changement, en réalité, on arrive à des choses par le temps, par la parole, par la compréhension, par le fait d'affronter ensemble des difficultés. Et cette académie est réputée difficile, j'ai trouvé qu'on pouvait faire avancer les choses comme ça. Je vous donne un seul exemple. Quand je suis arrivé, le grand sujet, enfin, il y avait beaucoup de gros sujets, mais l'un d'entre eux, c'était tout simplement que les enfants n'allaient pas... Beaucoup d'enfants n'allaient pas à l'école parce qu'il y avait une grosse croissance démographique et les gens déjà s'écharpaient sur ce sujet en disant sur le nombre d'enfants concernés, sur les méthodes à utiliser, etc. Donc on a tout simplement j'ai créé une sorte de groupe permanent sur le sujet, associant tout le monde, toutes les parties concernées, et on regardait ensemble les problèmes. Donc au début, on m'accusait en tant qu'institution de camoufler les choses. Je dis je ne camoufle rien, c'est très difficile, alors faisons ça ensemble. On l'a fait. Et c'est devenu ensuite un sujet à résoudre ensemble, et non pas un sujet pour se disputer ensemble. Et je ne dis pas qu'on a trouvé toutes les solutions, mais on a avancé grâce à ça, et beaucoup de changements ont été possibles sur cette méthode-là. Mais ça, c'est possible parce qu'on n'est pas dans le jeu de rôle, et parce qu'on est à une échelle faisable. Ensuite, j'arrive dans le cabinet, et là, vous voyez les choses de beaucoup plus haut, et vous sentez la difficulté à vraiment agir sur le concret. Ensuite, je suis dans l'académie de Créteil. Là, la deuxième académie de France, quelque chose comme 800 000 élèves. Donc c'est beaucoup plus difficile de connaître ne serait-ce que tous les chefs d'établissement réellement.
En tout cas, ça prend plus de temps dans un premier temps. Donc ce changement d'échelle est une première difficulté. Néanmoins, je retrouve, en étant dans des fonctions de terrain, la possibilité de faire évoluer les choses, de nouveau par le facteur humain. J'insiste, cette maison n'est pas un grand robot froid. Il y a le facteur humain par définition. Vous pouvez avoir un établissement qui a les mêmes caractéristiques, un établissement A qui a les mêmes caractéristiques socio-culturelles et géographiques que l'établissement B. Et l'établissement A va bien, et l'établissement B va mal. Et c'est des questions humaines, c'est qui fait quoi, de quelle façon, dans quel endroit. Et donc c'est ce qu'il y a de positif dans l'éducation. Et donc, si vous avez des équipes, il y a ici des gens qui étaient dans l'Académie de Créteil avec moi, si vous avez des équipes, eh bien oui, vous pouvez transformer les choses et appliquer certaines méthodes de changement, mais qui toutes, au-delà des théories du changement, sont des enjeux humains. Puis après, j'ai été DGESCO, donc là, de nouveau dans une fonction très bureaucratique, au sens non péjoratif du terme. En tout cas, vous avez l'ensemble du système. Et là, de nouveau, vous voyez que c'est difficile de prendre des mesures générales, qu'il y aura toujours l'interprétation négative de choses, même quand vous voulez les faire dans un sens positif, que c'est toujours surdéterminé par le politique. C'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'on aurait besoin d'avoir des décisions au plus près du terrain pour les faire échapper à certains débats stériles, pour les faire... et c'est ce qu'on a essayé de faire. D'ailleurs, le système s'est en bonne partie déconcentré au cours des 20 dernières années. Il n'est pas resté à l'identique. Mais en tout cas, ce premier retour d'expérience que je vous fais, c'est pour vous dire que la question de l'échelle est fondamentale. Et ensuite, des méthodes que l'on applique aux bonnes échelles. Ce qui me conduit à répondre à la première partie de vos questions sur, au fond, où est-ce que ça va bien aujourd'hui dans le monde et en quoi la comparaison internationale peut nous être utile. Moi, il y a un pays que je regarde beaucoup depuis maintenant quelques années, y compris parce que maintenant l'ESSEC a un campus là-bas, et qui est désormais premier dans les classements. C'est le campus de Singapour. C'est Singapour. Singapour est une cité-État qui a eu des continuités de politique publique. Et évidemment, on retrouve un sujet de la bonne échelle et un sujet de la bonne temporalité. Les conditions d'espace et de temps sont favorables. Mais je crois que Singapour, et ça n'a pas tout à fait été noté comme ça lorsqu'il y a eu les commentaires récents sur les bonnes performances de Singapour, j'ai le sentiment que Singapour a réussi la fameuse alchimie que je prône autant que je peux dans le contexte français. C'est-à-dire que Singapour est parti avec les atouts, je vais être forcément un peu schématique dans ce que je vais dire, mais avec les atouts asiatiques. C'est-à-dire qu'on voyait jusqu'à présent dans les classements deux catégories de pays qui allaient plutôt mieux que les autres. C'était les Asiatiques d'une part et les Scandinaves d'autre part, et les Canadiens. Et en gros, c'était justement les deux pôles, les deux façons de voir l'école telles qu'on structure le débat en France habituellement. C'est-à-dire en gros, du côté des Asiatiques, le travail, la pédagogie explicite et exigeante. Et puis du côté des Scandinaves, l'épanouissement, la liberté de l'enfant, etc. Et comme vous l'avez compris depuis le début de cette soirée, je prône de prendre ce qu'il y a de meilleur dans les deux. Et je considère que s'il y a bien un pays au monde qui est capable de faire ça, sapristi, c'est bien la France. La France, la France cartésienne, la France créative, sur ces deux piliers-là, la France a tout à fait les caractéristiques pour prendre ce qu'il y a de meilleur dans un certain rationalisme, dans une certaine exigence aussi. On a une très belle tradition en la matière. Et Christophe Guerrero pourrait nous faire une conférence sur ce que le système public doit aux jésuites dans la généalogie de l'éducation en France, et donc aux Chinois. Et deuxièmement, la créativité, le French flair, comme disait le vice-premier ministre de Singapour au mois de novembre quand on parlait de ça, qui sont des atouts français. Et donc on a là sous nos mains le cocktail qui fonctionne. Au moment où nous parlons, on ne l'a pas mis en œuvre. Ça peut être vrai dans certains établissements, bien sûr, heureusement, mais on ne l'a pas encore mis en œuvre. Singapour, je pense, vient de réussir ça, parce ils partent des atouts asiatiques, et par exemple une certaine excellence en mathématiques liée à une certaine rigueur, mais ils ont fait beaucoup de comparaisons internationales. Ils ont été regarder ce qui marche. Et je les vois faire, je les vois voyager, regarder, travailler, etc. Et ils ont mis en œuvre des choses qu'on pourrait appeler à la scandinave en milieu singapourien. Et donc aujourd'hui,
et je dis ça sous le contrôle de quelques personnes qui connaissent bien le sujet, là, aujourd'hui, ils sont en train de réussir, à mon avis, mieux que d'être les premiers, une sorte de décollage qui est ce décollage lié à cette alchimie. C'est un peu plus facile pour eux du fait de leur taille et de leur continuité, mais ça nous indique bien quelque chose de très intéressant. Bonjour, je suis Denis Bouchard, je suis président de l'école de la deuxième chance de Paris, qui accueille chaque année 450 jeunes, c'est-à-dire 10% des décrocheurs parisiens, c'est-à-dire ceux qui sortent du système sans diplôme après 17 ans ou 15 ans de scolarité, disons. Ils sortent avec les stigmates de l'échec, avec les stigmates de l'orientation, avec des choses mal vécues. Ils sortent surtout avec quelque chose de beaucoup plus préoccupant, qui est le désespoir. Ça s'écrit en 2 mots, hein, c'est-à-dire l'absence d'espoir. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'entendre ce que vous pouvez dire sur, au-delà de ce que vous avez dit, que je partage complètement, sur l'organisation, la pédagogie, la RH, etc. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de vous entendre sur comment on redonne de l'espoir sur 2 autres points. L'insertion des jeunes, c'est bien sûr avoir des connaissances, avoir des choses comme ça, c'est surtout avoir l'espoir d'une vie, l'espoir d'un travail, l'espoir d'une insertion dans la société. Donc on a parfois du mal à s'exprimer, et Dieu sait qu'on le sait bien, on travaille en partenariat avec le rectorat de Paris à l'école de deuxième chance, c'est pas par hasard, mais on sait très bien que c'est parfois difficile de parler de vie professionnelle ou d'entreprise en milieu scolaire. C'est parfois difficile de parler de travail, c'est pas simplement de parler d'entreprise et tout ce qui va autour de ça. Donc l'entreprise, l'insertion dans le monde professionnel, l'insertion dans la citoyenneté, comment est-ce que vous pouvez nous dessiner un peu les perspectives là-dedans pour qu'on n'ait plus des enfants qui, à 7 ans, dans certains quartiers, pas les nôtres ici, hein, mais dans certains quartiers, à 7 ans, disent « Madame, à quoi ça sert qu'on apprenne l'étape de multiplication? De toute façon, on n'aura jamais de travail. » Donc si jamais on pense à 7 ans qu'on n'aura jamais de travail, on pense aussi qu'on ne pourra jamais vraiment prendre sa place dans la société. À quoi ça sert? Bien sûr. Alors, j'ai évidemment pas une réponse simple à votre question compliquée, mais je vais essayer d'y répondre en entonnoir. D'abord, je pense qu'on a tous une responsabilité très importante dans le type de discours que nous tenons, ce que je suis en train de faire ce soir, ce que vous faites en étant ici, ce que nous faisons tous les jours dans nos propos. On est dans un pays où nous tenons toute la journée beaucoup trop et dans une ville aussi, où nous tenons beaucoup trop du matin au soir des discours négatifs, péjoratifs, des discours de colère, des discours d'inquiétude, des discours de pessimisme. Alors, je ne prône pas de mettre des lunettes roses, mais il est tout à fait anormal que nous soyons le pays le plus pessimiste du monde, en étant en même temps le pays où il est reconnu que la qualité de la vie est parmi les meilleures du monde. Et donc cette dimension déjà immatérielle, psychologique, qui ne cherche pas à nier les 1000 difficultés ou les 1000 périls de notre époque. Mais nous avons un devoir, réfléchissons à ce qui s'est passé quand nous avions cet âge, quoi. Est-ce qu'on avait ce bombardement de nouvelles négatives, de discours pessimistes, de mauvaise humeur, de dépression autour de nous? Non. Alors, il n'y a pas de solution miracle à ça, mais on a en tout cas tous une responsabilité là-dessus. Et j'essaye, pour ma part, y compris dans mes responsabilités actuelles, d'être toujours sur ce registre-là, parce que d'ailleurs, ça touche bien sûr plus les classes sociales défavorisées, mais en réalité, toutes les classes sociales sont touchées par ce sujet, parce qu'on répand une atmosphère de déprime, là où il n'y a pas de raison, en réalité. C'est-à-dire que, bien sûr, notre monde est compliqué, difficile, mais le discours que je tiens aux jeunes beaucoup, et quel que soit leur niveau, hein, c'est aussi, il n'y a jamais eu autant d'opportunités, jamais eu autant de possibilités, jamais eu autant de possibilités de se prendre en main. Regardez, les possibilités de voyage aujourd'hui, elles sont infiniment plus grandes qu'avant, de communication, on n'en parle pas, d'entrepreneuriat aussi, donc les possibilités de se prendre en main sont réelles. Donc je crois qu'il y a un discours sur la liberté, un discours sur la responsabilité et un discours sur la projection dans le futur qui est indispensable. Le futur est incertain, le futur est indéfini, formidable. Allez-y, impliquez-vous dans la vie. Si vous savez très bien, si vous avez les compétences de base, plein de choses vous sont possibles. Bien sûr, ce que je dis est nécessaire mais pas suffisant. Mais en tout cas, il faut déjà commencer par là, parce que, encore une fois, aucune mesure technique ne sera la réponse à votre question. Ensuite, il y a évidemment, je pense, beaucoup de choses à faire. Ce serait long d'aborder toutes les dimensions de votre question, mais pour moi, une des grandes pistes, c'est ce que j'appelle la diversité des excellences. C'est-à-dire qu'on doit partir du principe que tous les enfants
tous les petits-enfants, et qui vont ensuite devenir des grands-enfants et des adolescents, ont des talents. Tous les enfants ont des talents. Tous les enfants ont une force. Il faut qu'on sache, et en France on n'est pas bon là-dessus non plus, tous les enfants doivent comprendre qu'on fait levier sur cette force-là. Et déjà dans les toutes petites classes, on doit montrer comment il y a du talent chez chacun, pas le même, tant mieux. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui doit continuer par la suite, et particulièrement pour les élèves dont vous parlez, qui très souvent ont des talents de tous ordres, qui ne sont pas forcément les talents sur les compétences classiques. Et ça, c'est absolument décisif pour leur donner la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est ce qui manque très fortement. Je pense que les enjeux de ce que Edgar Morin appelle la dimension poétique de la vie, les enjeux autour de ça sont très importants aussi. Concrètement, faire saisir la beauté de la vie. Je reviens sur les questions de sens, ne pas être toujours dans les questions purement prosaïques, purement triviales, mais faire saisir la beauté de la vie par différentes... Il y a bien des choses de faire, notamment la présence de l'art ou de la musique à l'école, mais aussi la capacité, dans cette dimension politique, à développer l'expression des jeunes. Là aussi, un autre point faible que nous avons, nous le savons bien, c'est l'expression orale. Quand on compare nos lycéens à des lycéens américains, nous avons des atouts incontestables par rapport aux lycéens américains, notamment de densité du contenu. En revanche, l'expression orale, c'est vraiment un grand sujet de faiblesse. Nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents qui sont très inhibés, très incapables d'exprimer quelque chose. Et là aussi, toute classe sociale confondue d'ailleurs. Et donc le théâtre, la poésie, la possibilité, le dialogue, la capacité d'expression, quel que soit son niveau en français, quel que soit son niveau mesurable à l'écrit en français, cette capacité à sortir de soi-même me paraît très, très importante. Et enfin, on doit rentrer dans une société où on évite les couloirs. La France est encore beaucoup trop une société où vous définissez votre destin à l'âge de 18 ans, vous définissez encore à 60 ans dans votre rang d'entrée à l'école polytechnique, alors même que, bien entendu, la vie, qui d'ailleurs va beaucoup plus loin qu'autrefois, on parle de 120 ans, 140 ans, 150 ans dans les temps à venir, et il va falloir avoir une philosophie de la vie sacrément différente dans les temps à venir, et en tout cas certainement pas une vie où, à 18 ans, parce que vous avez réussi telle épreuve, vous êtes un as ou un minable. Bien entendu, il faut que cette diversité des excellences se traduise aussi par la fluidité des parcours, les passerelles, une université beaucoup plus présente dans tous les compartiments de la vie, dans le futur, au cœur de la société, pour que chacun puisse faire des briques de compétences tout au long de sa vie, et donc dessiner une société ouverte, en fait, c'est ça. Donc ce ne sont que quelques éléments de réponse, bien sûr. Et donc je suis Marie-Françoise Méniel, j'ai été directrice d'un lycée professionnel et technologique. Et nous avons expérimenté quelque chose qui nous a paru intéressant justement concernant la lutte contre les inégalités et les grosses différences de niveau qu'on pouvait découvrir chez les élèves qui arrivaient. L'équipe des professeurs du lycée professionnel a accepté d'expérimenter pendant, il y a une quinzaine d'années, et je pense que ça continue maintenant, les études surveillées obligatoires pour tous les élèves, bons, moyens ou mauvais. Tous les élèves avaient donc une étude qui était en gros d'1h30 chaque soir de la semaine, avec un professeur présent à tour de rôle. Et donc, les résultats ont été absolument remarquables. Pourrait-on généraliser ce système-là à l'éducation nationale? Ça ne coûte pas cher. Je vous remercie pour cette question, elle est très importante. Vous me permettez là aussi de combler une lacune dans mon propos, c'est-à-dire que je crois fondamentalement aux travaux dirigés à l'école, au collège, au lycée, et pour d'ailleurs, là aussi, dépasser un débat inutile et stérile sur devoir à la maison ou pas devoir à la maison. Oui, il faut des devoirs en dehors de la classe, il en faut, et probablement même au primaire, mais oui, ils doivent être faits autant que possible, pas à la maison, mais dans l'établissement. C'est là aussi un sujet non seulement de lutte contre les inégalités sociales, mais même toute classe sociale confondue. Vous avez des parents de classe sociale favorisée qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants, qui le font mal, c'est un sujet de drame dans les familles, etc. Donc la mesure consistant à avoir les études pour tout le monde, souvent le soir, mais ça peut s'organiser, chacun peut le faire à sa façon, peut paraître une mesure de salubrité. Entre parenthèses, c'est un sujet qui avait beaucoup progressé après 2008, sans faire de polémique. C'était devenu systématique dans tous les collèges de France
de 16h à 18h. C'est quelque chose qui a été supprimé dans le silence général au cours des dernières années. C'est évidemment une erreur fondamentale. Il faut reprendre ça, il faut que ce soit systématique, que ça concerne tous les élèves, et que, autant que possible, on rentre chez soi, l'esprit tranquille, qu'on puisse faire autre chose, parce qu'il y a aussi un moment pour autre chose, et notamment pour la vie familiale. Bruno Lombard, je suis directeur financier du Monde diplomatique, mais je suis aussi président de compagnie théâtrale professionnelle. Et j'ai été aussi président d'appel local pendant 5 ans. J'ai été amené, alors je voudrais parler de travail collectif dans l'école. Alors, j'ai été amené notamment à intervenir dans les journées nationales du réseau E du secrétariat général de l'enseignement catholique sur le théâtre comme outil transdisciplinaire pour les EPI ou autre chose dans ce genre-là. Donc comment on pourrait booster pour que ça avance plus vite sur ces questions-là? Comment vous voyez les choses? Et deuxièmement, comment favoriser le travail collectif entre les élèves au sens où, avec tout ce qu'on sait sur l'intelligence multiple, sur les progressions individuelles, comment faire en sorte que les élèves puissent s'aider entre eux? Merci beaucoup. Je réponds très brièvement, mais je crois beaucoup aux vertus du compagnonnage. C'est vrai d'ailleurs dans la formation des professeurs, c'est vrai pour les élèves. J'ai fait une très vague allusion tout à l'heure, parce que j'ai parlé de l'empathie. Je pense que j'ai déjà vu des collèges où il y avait des phénomènes, par exemple, de médiation. Quand deux élèves ont un petit conflit, un troisième dans un rôle de médiation avec la supervision du CPE. Tous les enjeux de compagnonnage, on a beaucoup parlé de Montessori en maternelle ces derniers mois. Un des principes Montessori, c'est vous mélangez petite, moyenne et grande section. Et la moyenne section aide le petit, le grand aide le moyen, etc. Et celui qui sait plus, quel que soit son âge, aide celui qui sait moins. Et puis sur un autre sujet, les relations vont s'inverser. Il faut faire ça, évidemment. Ça va de pair avec l'esprit d'équipe, avec des choses que j'ai pu dire tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, il faut aussi savoir décloisonner les classes. Quand je parlais de groupe de compétences tout à l'heure, on peut très bien avoir un élève de 6e, un de 5e et un de 4e ensemble dans le groupe de compétences, s'aidant mutuellement, etc. Ça, c'est très important. C'est d'ailleurs aussi un vecteur de lutte contre la violence, contre toutes les formes de violence. Et puis sur le théâtre, sur la présence de l'art à l'école, là aussi ce serait un très vaste sujet. Important de revitaliser les partenariats sur ce point, que l'école soit articulée avec tout ce qui se passe à côté. Ça se passe en partie, ça pourrait être plus. Et je pense développer des réflexes qui ne sont pas présents aujourd'hui, qui ne sont pas suffisamment présents, comme en particulier la musique et le théâtre, c'est les 2 points sur lesquels j'insiste le plus. C'est quand même, quand on dit la musique adoucit les mœurs, c'est un vieux proverbe un peu cliché, mais c'est tellement vrai. Et imaginez une école où tous les jours on rentre en musique. Je cite toujours l'exemple en Guyane, comme ça, et j'ai essayé d'appliquer ça aussi à Créteil, d'une maîtresse qui accueillait en début d'année tous les nouveaux élèves donc de maternelle, avec les anciens élèves, les élèves un peu plus vieux, qui chantaient le premier jour. C'était vraiment une école où aucun enfant ne pleurait le premier jour, ce qui est quand même assez miraculeux, en maternelle en tout cas, et la musique était là. C'est tout de suite, cet exemple-là concentre les vertus à rechercher. Donc c'est vrai que notre école très rationaliste, très cartésienne souvent, oublie un peu la dimension poétique et la dimension collective de la vie. Et il faudrait parler du sport aussi pour compléter le tableau. Bonsoir, Institut de la Tour à Paris. Une question, jusqu'où pensez-vous qu'on peut développer l'autonomie des collèges pour permettre, comme vous le disiez sur musique-études ou sport-études, un aménagement des horaires? Vous avez parlé de 5 heures de maths, 5 heures de français, et une liberté totale pour le reste. On peut faire 9 heures de physique, on peut faire 9 heures de théâtre, on peut faire 9 heures de mathématiques. Oui, je pense qu'il faut garantir ma tendance, après il faut non seulement le dire mais le faire. Ma tendance serait de garantir le socle français-mathématiques et de laisser, donc pour être certain que vraiment le nombre d'heures nécessaires soit fait en la matière. Pour tout le reste, laisser une très grande liberté aux établissements, qui d'ailleurs va conduire à des déclinaisons variées à l'intérieur même de l'établissement. J'ai souvenir d'un collège à l'Aile-et-Rose, pour donner un autre exemple, l'Aile-et-Rose, où le collège était en pleine crise. J'avais des lettres de la FCPE me disant que c'était une catastrophe, que l'éducation nationale était en dessous de tout, etc.
on a fait de la coloration de chacune des classes. Vous aviez une 6e plutôt langue, une 6e plutôt sport, une 6e plutôt travaux manuels, etc. Et c'était une coloration qui avait un petit impact sur les horaires assez léger, mais suffisamment pour créer de l'envie, du désir, et puis justement cette capacité à jouer sur tous les talents. Et 2 ans plus tard, 1 an et demi plus tard même, j'avais des lettres de parents d'élèves se plaignant du fait qu'ils n'arrivaient pas à inscrire les enfants dans ce collège. Donc vous pouvez avoir des transformations assez radicales de l'image d'un établissement et du contenu de ce qui s'y passe par la liberté que vous laissez pour la coloration des parcours. Alors évidemment, la grande et principale objection qu'on peut poser à ça, c'est attention, vous créez une hétérogénéité fantastique sur tout le territoire, et où est l'égalité dans tout ça? Et cette objection, il faut la prendre au sérieux parce qu'elle est réelle. Il faut donc que l'établissement s'engage à ce qu'un socle de compétences soit acquis par l'ensemble des élèves à la fin sur les choses fondamentales. Mais c'est un engagement de résultat, et l'établissement peut y arriver par des stratégies qui vont être personnalisées pour chaque enfant. C'est pas non plus parce que vous avez un gros bloc d'heures dans telle matière que ça vous garantit une qualité en la matière. Donc c'est plus par le résultat que l'on peut guider ensuite cette liberté qu'on doit laisser aux acteurs. Quelle est ta conviction la plus forte? Que ce qui fait le sel de la vie, c'est la liberté, et que l'éducation est faite pour ça. Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer. Je pense que vous vous êtes impliqué dans ce dialogue avec la salle de manière remarquable. Et cette implication illustre notre cercle. Contrat, liberté, équité. La liberté des personnes, gérée dans le contrat pour coopérer ensemble, et c'est ça qui conduit à l'équité. C'est mieux que l'ubérisation. Beaucoup mieux, peut-être plus complexe, allez, moins pervers, plus humain, en tout cas, conforme à notre identité. Je suis content, vous ayant écouté ce soir, d'avoir fabriqué ce petit concept pour nous réunir ensemble, contrat, liberté, équité. Merci Jean-Michel. Merci.